Chez 18h39, on adore découvrir de nouveaux profils inspirants. Par exemple, Valentin, on l'avait rencontré il y a quelques années, il était étudiant et il venait tout juste de rénover son premier van. Aujourd'hui, 3 ans plus tard, il voyage partout dans le monde. Découvrez son histoire. Bonjour à tous, je m'appelle Valentin, je suis nomade depuis plus de 3 ans et j'ai aménagé mon van à l'été 2018 et depuis, je vis dedans. Je pense que le déclic il a eu lieu quand je suis parti faire mon Erasmus, ma mobilité d'école d'ingénieur. Je suis parti au Portugal, à Lisbonne. Et en partant là-bas, j'ai décidé de ne pas prendre d'appartement. J'ai décidé de prendre juste mon backpack et d'aller d'auberge en auberge, de Airbnb en Airbnb. Et du coup, pendant 5 mois, j'ai fait ça en continuant mes études. Et en fait, je me suis rendu compte que ça m'offrait une liberté énorme parce que je dépendais de rien. En fait, je pouvais, que je sois en logement à Lisbonne ou en logement à Porto, en fait, ça changeait rien d'un point de vue financier, matériel, etc. Et donc, ça m'a vraiment offert cette liberté. Et je pense que le déclic de vivre en van, il est venu là, même si j'avais cette idée en tête depuis très longtemps. C'était un rêve clairement que j'avais d'un jour aménager un van et de vivre dedans. Et le fait de voir que c'était possible, que la liberté, j'aimais ça et que ça se goupillait bien, et ben, je pense que c'est à ce moment-là que j'ai eu ce déclic. C'est un projet que je nourrissais depuis longtemps, donc j'avais déjà commencé un peu à regarder tous les camions, les vannes. J'avais aussi surtout un gros contact au sein d'un locataire d'utilitaire, un loueur d'utilitaire. Donc dès que j'ai eu un peu ce déclic, directement je l'ai appelé et je lui ai dit écoute, si jamais tu as des bonnes occasions en vente qui arrivent, tu n'hésites pas à me faire signe, ça m'intéresse. Et donc en parallèle, je regardais sur le Bon Coin, j'ai vu pas mal d'annonces assez intéressantes de tout type. Et puis un jour, ce gars, il m'appelle, je crois que c'était début mai. Et il me dit écoute, là j'ai trouvé un utilitaire, c'est exactement ce que tu recherches, c'est dans ton budget, il est vraiment nickel, je te le garde, si tu le veux, tu le prends. Et j'ai réfléchi peut-être 2 jours. J'ai appelé ma banque et j'ai réussi à débloquer les fonds pour l'avoir et voilà, c'était parti quoi. J'ai eu la chance de faire mon stage dans un théâtre en tant que directeur technique, stagiaire directeur technique, et c'est un théâtre qui réalise tous ses décors eux-mêmes. Donc il y a un atelier bois, etc. Donc j'ai pu bénéficier de tous les outils pendant 3 mois. Donc en fait pendant les 3 mois j'étais logé par le théâtre, donc j'étais en quelque sorte en appartement, pendant que j'aménageais mon van, pendant que je faisais mon stage. Et donc à la fin de l'été, à la fin du mois d'août, du coup, je suis reparti de mon stage, donc mon stage en poche, mais surtout mon camion aménagé. Franchement, il y en a pour tous les budgets. On peut aménager un van pour moins de 5 000 €, voire pour même moins, comme on peut faire un van à 50 000 €. C'est chacun son budget, chacun les matériaux, chacun les options, etc. Dans mon cas personnel, moi j'avais prévu un budget de 20 000 €. Donc j'ai mis 15 000 dans le van lui-même, parce que je voulais un bon porteur, et 5 000 dans l'aménagement matériel, etc. Sachant que j'ai rajouté quelques centaines d'euros, voire quelques milliers d'euros au fil des années, en 3 ans, pour des petites améliorations par-ci par-là. Ça a beaucoup fait évoluer ma façon de vivre et surtout ma façon de voir les choses. Ça m'a pas changé fondamentalement parce que je reste qui je suis malgré ça, même avec ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a certaines choses sur lesquelles on se pose forcément des questions. Je pense qu'on est en vivant en van, on se rend compte de l'importance de chaque ressource. L'eau c'est limité, l'électricité c'est limité, le gaz c'est limité, tout ce qui nous sert au quotidien. Et on se rend compte de l'importance de chacune de ces ressources. Typiquement aujourd'hui, moi, mes douches elles ne dépassent jamais 3-4 minutes, même quand je me douche dans une maison quoi. J'ai appris aussi à utiliser plus convenablement mon alimentation, à essayer de faire attention à ce que je mange. Depuis peu, je suis d'ailleurs devenu végétarien parce que j'ai réalisé l'impact que l'élevage intensif a sur notre planète. Après, est-ce que c'est le fait de vivre différemment, le fait de vivre en van qui va changer notre planète? Pas fondamentalement. C'est le fait de la prise de conscience de ces personnes-là qui changent de vie, qui adoptent un mode de vie un peu différent, qui peuvent potentiellement faire évoluer les choses peut-être plus rapidement. Après, tout le monde n'est pas prêt à avoir un mode de vie alternatif, mais pour autant, je pense que tout le monde est prêt à faire des efforts pour que notre planète aille mieux. Donc c'est pas la façon de vivre qui va changer. C'est pas le mode de vie, pardon, c'est la façon d'appréhender notre quotidien. Pour moi, quand on fait un choix à un instant T, c'est que c'est le bon choix. Et le regretter après, c'est la pire des façons de faire de ce choix un mauvais choix. Peut-être qu'aujourd'hui, aujourd'hui, on le ferait différemment, mais à l'époque, si on l'a fait comme ça, c'est qu'on devait et on pensait le faire comme ça. C'est un truc que je dis aux gens. L'important du choix, c'est pas de le faire, c'est de l'assumer. Parce que si on l'a fait, c'est qu'il est bon.
Et je pense que grâce à ça, si tout le monde pensait un peu plus comme ça, on vivrait dans un monde beaucoup plus heureux, beaucoup plus ouvert, parce qu'on va pas se reprocher des choix qu'on a fait avant. On va juste se dire, ah bah peut-être que maintenant je peux encore changer les choses en faisant un nouveau choix. Il y a celles et ceux qui adorent bouger partout dans le monde, mais il y a aussi celles et ceux qui reçoivent des inconnus dans leur maison. C'est le cas par exemple de Nafissa, qui est l'une des premières personnes à avoir utilisé le service Airbnb en France. Découvrez son expérience. Bonjour, je m'appelle Nafissa Thiago et j'ai été une des premières hôtesses Airbnb en 2012 quand la start-up a débarqué à Paris. Alors, il y a eu plusieurs déclics, mais au-delà du déclic, il y a eu, je pense, quelque chose du fond de la personnalité qui fait que j'avais envie de rouvrir ma porte à l'inconnu. Je savais que la matière à Paris serait très forte, du fait de tous ces voyageurs qui viennent par millions chaque année. Cette curiosité-là, je voulais prolonger cette curiosité que j'avais eue dans mes missions humanitaires, de rencontrer des gens que je ne connaissais pas. Et puis plus techniquement, en tant que scénariste, il faut toujours un plan B dans ce métier. Et Airbnb était mon plan B. Je ne suis pas une nana qui s'est anticipée et qui s'est préparée quoi que ce soit. Et puis en plus, mes premiers voyageurs, les tout premiers, c'était un couple de Croates qui allait se marier. Donc l'homme, le futur époux, a demandé Anna, s'appelait Anna, en mariage dans la chambre. Et ça m'a donné cette impression d'optimisme parfait, en me disant que la plupart des couples qui venaient à Paris, c'était beaucoup pas des voyages de noces, mais en tout cas, c'était souvent des amoureux qui venaient. Et au final, il n'y a pas eu que des amoureux. Et en fait, on s'adapte comme dans un boulot, quoi. On apprend sur le terrain et puis on apprend plus ou moins à filtrer, mais il faut un peu de temps quand même pour le faire. Et c'est beaucoup de hasard. Donc le hasard, ça se maîtrise pas. Alors des centaines et des centaines, oui et non. C'était pas non plus une usine chez moi. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de très addictif quand on reçoit des gens de toute la planète. Et j'avais l'impression de déballer un nouveau cadeau en fait à chaque fois. Parfois le cadeau était un peu pourri, mais ça restait quand même un cadeau. Et ça a fait que on devient un peu accro en fait. J'avais parfois moins besoin de voir mes amis ou mon entourage parce que je préférais découvrir ces gens que je connaissais pas, qui eux aussi me découvraient. Et il y avait cet aspect un peu vierge avec ces gens qu'on n'a plus tellement avec nos amis ou notre entourage. Et ça me plaisait. L'intimité, moi j'essayais de respecter celle des autres. Le problème c'est que quand on met les gens à l'aise, et c'est ce qu'il faut faire sur Airbnb, vous voyez, ils viennent chez vous, c'est un choix, ils vont pas à l'hôtel, ils choisissent de venir chez vous. Donc l'idée c'était de leur faire découvrir une petite partie de votre univers. Et quand les gens se sentent à l'aise, eh bien ils prennent leur aise, tout simplement. Et ça pouvait être un petit peu compliqué, autant chez les hommes que chez les femmes. Il m'est déjà arrivé de dire à des types, on est en hiver, pourquoi tu te balades en caleçon? Non, je suis pas d'accord. Tu peux te rhabiller, s'il te plaît? Et les femmes, elles prennent aussi un peu trop leur aise d'une autre manière. Elles se baladaient pas forcément en culotte, mais il est arrivé que des invités tiennent absolument à parler, pas forcément de Paris, mais à me raconter ce qu'elles avaient envie de raconter. Les gens ont besoin d'être entendus. C'est un grand luxe aujourd'hui. Et ils trouvaient en moi une oreille disponible. Donc l'intimité prenait ses limites par les libertés d'Airbnb en fait. Non, moi j'avais le bon profil. Je me suis retrouvée toute seule dans des endroits les plus dangereux de la planète. Donc je me suis dit que le danger était très limité en restant chez moi, à Paris, même dans un quartier très, très populaire. C'est ça aussi qui était intéressant, c'est que j'ai pas été hôtesse à rue Mazarette ou à Saint-Sulpice. J'étais dans les quartiers très, très pauvres de Paris. Mais c'est ce quartier qui m'a donné une matière en plus dans le livre. Et les voyageurs ont pu découvrir, je dirais pas une autre facette de Paris, mais ils ont pu vivre à la vraie locale, dans un quartier qui a gardé tout son caractère sauvage.
Et si pendant vos vacances, vous restiez chez vous pour fabriquer un merveilleux potager sur votre balcon? C'est ce qu'a fait Valérie. Je vous propose de découvrir son histoire. Bonjour, je suis Valérie Tsimba, je suis une citadine passionnée de jardinage et je cultive un potager sur mon balcon qui fait 4 mètres carrés ainsi que 2 rebords de fenêtres. Donc le déclic pour me lancer dans un potager de balcon a été simplement ma passion du jardinage et j'ai commencé avec quelques balconnières, quelques pots et de fil en aiguille je me suis étendue et j'ai commencé à cultiver davantage. Alors, il est possible de se lancer dans un potager de balcon à moindre coût. On peut commencer par faire de la récup, donc de pots, par exemple, et on peut aussi demander autour de soi. En ce qui concerne les plants, c'est la même chose. Les graines, on peut aussi se rapprocher des grainothèques, et donc c'est relativement possible et faisable quand on regarde dans l'ensemble de commencer vraiment à moindre coût. On peut aussi faire du détournement d'objets, c'est-à-dire récupérer, je ne sais pas, par exemple des poubelles ou des contenants en plastique que l'on va percer et que l'on va transformer en contenants de culture. Donc voilà, c'est vraiment très très facile de démarrer avec pas grand chose. En ce qui concerne l'outillage, on peut simplement prendre une fourchette qui va servir de griffe à main, d'une cuillère à soupe qui servira de petite pelle à main. On peut faire de la récup avec des pots par exemple de crème fraîche, des pots de yaourt que l'on va percer, qui vont devenir des petits contenants pour faire des semis. Donc voilà, on peut vraiment démarrer avec pas grand chose, il suffit de laisser cours à son imagination. Alors, je pense que tout le monde est capable de se lancer dans un potager de balcon. Et si ce n'est pas un potager de balcon, ne serait-ce qu'un rebord de fenêtre. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. Ça ne prend pas forcément beaucoup de temps. Et puis, voilà, il faut avoir l'envie, l'enthousiasme. Mais c'est vraiment accessible à tout le monde. Alors, si c'était à refaire, je ne pense pas que je changerais grand-chose. Avec le recul, je me dis que j'ai eu une démarche intéressante, à savoir commencer petit pour découvrir, expérimenter, et puis au fil de mes expérimentations, m'étendre et cultiver davantage. Donc je crois que je ne changerai rien parce que j'aime bien ce processus d'expérimentation et le fait d'avancer à mon rythme et à petits pas. Alors cultiver un potager de balcon m'a permis d'avoir une visibilité ou d'avoir une vision différente sur mon alimentation, dans le sens où je sais d'où vient mon alimentation en cultivant un potager de balcon. Je sais le temps que ça prend, l'énergie que ça demande, donc de semer une graine, de l'accompagner à différents stades et puis de récolter mes légumes, mes tomates, mes aubergines, mes poivrons. Donc ça me permet vraiment de me reconnecter à mon alimentation et de prendre réellement conscience de ce que ça représente et puis d'avoir une pensée très très forte pour les maraîchers et les agriculteurs qui nous nourrissent. Parce qu'en cultivant un potager de balcon, même si c'est à très très petite échelle, mais voilà, ça me permet d'avoir une conscience différente du métier de maraîcher ou d'agriculteur. Si on est nombreux en fait à se lancer dans la culture d'un potager de balcon, on va être nombreux en fait à créer des îlots de verdure pour accueillir la biodiversité. On va contribuer à notre échelle donc à la végétalisation des villes et à la possibilité aussi de réduire les îlots de chaleur. Donc voilà, j'encourage tout le monde à se lancer dans des cultures sur des rebords de fenêtres ou des potagers de balcon. Et ensuite, sur le plan esthétique, ça embellit la ville. Alors lancez-vous. Et vous, c'est quoi votre déclic? Racontez-nous votre histoire.
en commentaire ou en envoyant un mail à contact@18h39.fr. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et laissez un pouce bleu, ça nous encourage. Bonnes vacances!